Bonsoir tout le monde. Comme vous savez, certains d'entre vous nous ont déjà suivis sur certaines de nos e-conférences, mais juste une petite présentation rapide pour ceux qui ne nous ont pas suivis jusque-là. Donc, c'est un projet que j'ai lancé il y a quelques mois sur les interventions d'animaux en détresse pour lesquelles j'ai déterminé 3 axes. L'axe santé, l'axe légal et l'axe intervention sur le terrain. On a eu des intervenants, dont David Roussin, qui nous a fait des super présentations sur les premiers secours, la trousse de premiers secours. On a eu la LPO France. On a maintenant Antoine Gotchel pour la partie légale. On aura notamment Olivia Simniakos pour le côté français. Et on aura après des personnes qui vont nous présenter des choses en termes des associations qui interviennent sur le terrain. C'est un cycle de plusieurs e-conférences. On arrive gentiment à la fin de ce premier cycle, en tout cas, intervention d'animaux sur les animaux en détresse. Et aujourd'hui, on a vraiment la joie et je dirais le privilège d'accueillir Maître Antoine Gotchel, qui est, mais pas uniquement dans le côté suisse, mais au côté international, vraiment quelqu'un d'emblématique pour la condition et la cause animale, parce que c'est aussi grâce à lui qu'on a introduit la notion de dignité au niveau de certains articles de loi. Je le laisserai se présenter, mais vous voyez déjà à l'écran une page qui s'appelle Global Animal Law, c'est une association dont il est le président. Il a également créé, il y a énormément d'années, la première base de données qui regroupe les cas de cruauté ou où il y a eu des cas légaux sur les animaux. Il vous en parlera brièvement. Mais voilà, je ne vous en dis pas plus. En ce qui me concerne, je suis ravie qu'il ait répondu présent. Et je vais vous laisser Antoine vous présenter, parce que je pense que vous êtes vraiment le mieux placé pour nous parler de tous les projets et toutes les choses que vous faites, parce que je pense que je n'arriverai pas à dire tout ce que vous avez mis en place et tout ce que vous continuez à mettre en place. C'est très gentil, ma chère Sylvia. Je vous remercie cordialement de tous vos efforts que vous faites pour la cause animalière, pour la bonne entente qu'on a déjà eue et ayant le privilège de vous parler de l'animal en droit global et suisse dans les 30 minutes qui vont venir. Et je dis un bonjour cordial à Alejandro, à David, à Lio Esquia et tous les autres. Et je me réjouis de vous parler de quelques thèmes. Je m'appelle Antoine Gotchel, je suis avocat à Zurich depuis 35 ans. Et à part mon bureau, je m'occupe de la cause animalière en Suisse et ayant été, on pourrait dire, le seul avocat pour les animaux au canton de Zurich au niveau pénal officiel pendant 3 ans, je me suis dit, c'est bien intéressant d'améliorer le sort des animaux par la loi. Et la loi me semble, comme avocat, important en comparaison de l'éthique, puisque l'éthique, on peut le débattre, mais la loi peut se faire reconnaître par les cours. C'est pour ça que le niveau légal me semble important. Et ce que j'ai pu prendre comme expérience au niveau suisse et alémanique, Autriche, où j'ai écrit en tout une douzaine de livres, une cinquantaine d'articles, et j'ai des cours à l'Université de Zurich, je me suis dit, je voudrais bien participer un peu euh, au niveau global d'améliorer le sort des animaux. Et ça me permet de vous guider un peu par notre site. Donc, je vais vous parler qui est l'association Global Animal Law, GAL, GAL et UNCAP, pourquoi nous voudrions bien placer la cause animalière au niveau de l'ONU. Je vais vous montrer la banque de données sur les législations nationales avec une petite comparaison. Je parlerai de l'animal dans le droit suisse, puisque c'était ça un peu la question. Je vais vous parler du mauvais traitement aussi des chiens et des chats. En Suisse, je pourrais vous donner des chiffres de maltraitance de chiens au niveau pénal. En Suisse, je vous parlerai brièvement de la libération d'un chien souffrant, c'est un peu un terrain juridiquement délicat, du statut juridique de l'animal dans le code civil suisse, et je terminerai bien
avec quelques inspirations pour la France, euh, pour que ce qui a été créé dans dans un lieu peut donner à réfléchir dans un autre lieu. Et ainsi, je voudrais bien commencer avec une petite introduction qui égale donc cette association que j'ai eu l'honneur de créer avec Sabine Breils, docteur Sabine Breils, juriste euh, française basée à Montpellier, qui a dédié sa thèse juridique pendant 7 ans sur l'animal au niveau juridique global. Donc, c'est elle, la dame 1A, et c'est un grand plaisir de travailler avec elle. L'association, nous avons créé il y a quelques années et nous avons une centaine de spécialistes juridiques, des professeurs de droit, des avocates spécialisés sur le droit euh, animalier et aussi du animal rights movement. Et je pense que nous sommes les seuls au niveau mondial spécialisés sur le sort juridique et nous voudrions bien travailler avec un cœur chaud et avec une tête, je dirais, relax pour bien pouvoir influencer les politiciens qui sont souvent des avocats et des avocates. Et si on peut leur présenter non seulement les problèmes juridiques, mais aussi les solutions, alors tout d'un coup, ils ouvrent leurs oreilles et des fois même s'ils en ont leur cœur. C'est pour ça, c'est un peu la stratégie de la Global Animal Law Association, avec des patrons au niveau mondial et national. Vous trouverez ça sur notre site. Ce que j'aime bien, c'est un des projets que je vais vous montrer, c'est le projet de UNCAP. UNCAP, c'est un projet d'une convention à l'ONU sur sur la santé animalière et sur la protection des animaux. Déjà en 1929, il y avait une proposition faite à l'ONU dans le temps, Völkerbund, avec l'idée d'avoir la protection des animaux pris au sein de l'ONU. Maintenant, nous reprenons ceci non seulement avec une simple déclaration qui existe déjà, UDAV, qui n'a pas encore été adoptée, mais quand même une déclaration, et nous allons au-dessus de là avec cette convention qui va très dans les détails ce que nous demandons de l'ONU et surtout aussi ce que nous demandons donc au niveau national au législateur national en, par exemple, prévoyant la protection de l'animal, donc aussi dans sa dignité, comme ça fait, ou l'intégrité, comme ça fait partie de la Constitution suisse depuis 2002, de leur donner une voie juridique dans les cas pénals et les cas administratifs et de donner la transparence en ce qui agit l'application de la loi. Et chaque fois quand nous portons nos masques, peut-être je vais vous montrer mon masque préféré de Naruto que nous avons fait pour notre Global Animal Law Association. Naruto, c'est donc le singe qui a fait le selfie de lui-même et dont le photographe David Slater a été attaqué par PETA puisqu'on a dit que ce n'est pas lui qui a les droits d'auteur sur cette photo, mais c'est que c'est Naruto. Maintenant, nous avons quel masque? Et chaque fois que nous portons ce masque, on doit nous dire que nous payons un très haut prix puisque pour une relation homme-animal déroutée en disant qu'avec les zoonoses, qui font une grande partie des grandes crises avec la résistance de l'antibiotique, nous avons un grand devoir, non seulement au niveau de la WHO, World Health Organization, mais surtout au niveau de l'ONU, d'améliorer le sort des animaux par leur santé, et elle dépend de la protection des animaux, et ça donne une bonne base pour la santé des êtres humains. Donc, on ouvre
point de vue sur les animaux pour la santé humaine. Et ça serait une porte d'entrée, je pense, intéressante et beaucoup plus crédible que si nous parlons seulement des pauvres animaux qui souffrent, puisque là, on n'arrive pas à trouver une majorité au niveau politique. Ça fait 35 ans d'expérience que j'ai sur ça, au moins au niveau suisse, alémanique et autrichienne et la France. Donc là, avec l'UNCAP, je pense que nous avons une cinquantaine d'organisations qui soutiennent maintenant cette convention et je pense que ça nous donne un nouveau point de vue sur les animaux. Donc, j'aime bien ce UNCAP. Allez-y, là-dedans, il y a aussi un site uncap.org avec une petite vidéo charmante avec Sabine en anglais, c'est toujours très charmant. Alors, Super. un autre petit projet que nous avons, c'est attendez, enforcement, legislation database ici. C'est là une une banque de données sur les législations au niveau national, continental et global sur les animaux, Animal Welfare Legislation Database at every level in the world. Donc, on parle au niveau au moins de nation, pas de département, mais quand même. Et c'est assez actuel et peut-être même la seule au monde qui est actuelle et qui donne à nos étudiants au niveau mondial un niveau crédible sur la protection des animaux par la loi. Nous avons donc le niveau national, européen, international, universel là-dedans. Et si nous nous jetons maintenant au niveau national, ici, alors nous voyons, si ça marche bien, une petite comparaison que Sabine et moi on fait sur quel est le statut juridique de l'animal dans les 193 nations au monde. Alors, la base, c'est une législation contre la cruauté, et ça existe en Russie, donc dans de grandes parties au monde, ça existe. Là, le gris veut dire, c'est pas 50 Shades of Grey, c'est justement gris pour dire, il n'y a rien, nous n'avons rien trouvé sur la protection des animaux. Et pour un cochon, ça ne joue pas de rôle s'il est élevé en Chine, en Afrique ou en France, puisque c'est le même cochon, mais en France, au moins, il y a des prévisions au niveau européen. Et là, nous avons beaucoup de nations qui n'ont rien du tout. Et c'est là un peu mon point de vue critique envers nos positions. Faudrait-il pas améliorer le sort des animaux au niveau global et non seulement parler du véganisme, puisque là, la cruauté envers les animaux n'est pas punissable en Chine, par exemple, et nous avons les prognoses qui vont dans la production qui va doubler de viande dans les 10 années prochaines par la FAO et la OIE. Alors là, au niveau juridique, je pense que nous avons beaucoup de choses à faire et nous voyons que les pays en rouge, d'après ce point de vue, vont assez loin. Donc, la Suisse, par exemple, a Basic National Law, donc une loi sur la protection des animaux. L'animal n'est plus un objet et nous avons le soutien pour les animaux par la Constitution, ceux qui manquent, par exemple, en France et bien sûr aussi en Italie. Donc, pour améliorer le sort des animaux, ça nous donne quelques idées. Maintenant, je vais essayer de trouver la Suisse, qui est très, très, très petite, je le sais bien. Et nous avons ici, puisque je voudrais bien vous parler maintenant de l'animal dans la législation suisse, Animal Laws on National Level. Et là,
nous avons l'Animal Welfare Act, aussi en version originale, en langue française, et par ceci, avec cette loi sur la protection des animaux, nous avons une législation complète sur les animaux en Suisse, au moins en ce qui concerne les vertébrés, toute petite partie des non-vertébrés, euh, veut dire que c'est une législation moderne, puisque complète. Il ne faut pas chercher à droite et à gauche. C'est un ensemble avec des prévisions pénales et administratives. Il faut le dire que la base d'une législation complète n'est pas nouvelle. C'était dans le temps, hélas, en novembre 1933, en Allemagne, que notre ami le cher Führer a déclaré la législation complète sur la protection des animaux, et il a donc abusé de la protection des animaux pour euh, pour sa propre propagande, mais c'était complet. Ce qui manque en France, c'est une telle loi sur la protection fédérale ou pour toute la France sur la protection des animaux. Et là, en Suisse, nous en avons une, même en français, donc il ne faudrait même pas la traduire pour avoir des idées. Et là, c'est basé sur la Constitution suisse, vous le voyez bien, veut dire que c'est important de voir la protection des animaux protégés par la Constitution, puisque nous avons, les juristes entre nous peut-être le savent bien, nous avons des droits fondamentaux, des droits fondamentaux des êtres humains de faire du commerce, de la liberté de chasse, la liberté de pêche, la liberté même de porter des pistolets, etc. des fois. Donc, la liberté de religion. Et si la protection des animaux ne joue pas au même niveau constitutionnel, ce sont toujours les droits d'hommes et de femmes qui surmontent les intérêts des animaux. C'est pour ça que j'ai déjà plaidé dans le Sénat français d'intégrer la protection animalière au niveau de constitution français. Ça fait des dizaines d'années qu'en Suisse et une vingtaine d'années en Allemagne et en Autriche que ça fait partie de la Constitution. Donc, c'est plus ou moins fort la protection au niveau juridique. Bien sûr, nous avons beaucoup de trous et beaucoup à faire, mais quand même, en comparaison, même avec la France, on ne parle pas du Niger, c'est quand même assez fort. Ce que nous voyons maintenant là-dedans, en ce qui concerne notre sous-terme, donc porter secours à un animal en Suisse, qu'elle nous dit la loi. Nous avons l'article 26. Alors, je vais vous chercher ceci et restez calme, ne regardez pas l'écran, ça va vous faire nerveux. Il suffit que ça me rende nerveux moi-même. Nous avons donc les dispositions pénales, vous le voyez ici, mauvais traitement infligé aux animaux. Et là, ce qui me semble important, c'est être puni d'une peine privative de liberté de 3 ans. C'est pas mal, c'est très rare, bien sûr, qu'il y a des gens qui vont en prison à cause de ça. Au plus, 3 ans au plus, ou d'une peine pécuniaire quiconque intentionnellement, ce qui est donc banal, donc ça fait un peu le common sense, maltraite un animal, le néglige ou le surmène inutilement ou porte atteinte à sa dignité d'une autre manière. Donc ça, c'est punissable avec 3 ans. Intéressant, les débats sur une atteinte à sa dignité d'une autre manière. Si je dis à mon chien, tu es une vache, est-ce que c'est déjà une atteinte à la dignité? Nous avons un article spécial qui interdit des relations sexuelles hommes et femmes avec son propre animal. Donc là, c'est la dignité qui est atteinte. Et donc là, nous parlons d'un maltraitement d'un animal et nous avons ici dans l'alinéa E,
qui abandonne ou relâche un animal domestique ou un animal détenu dans une exploitation dans l'intention de s'en défaire. Donc, pour porter secours à un animal, nous avons souvent affaire avec des animaux abandonnés ou relâchés, et ce qui est donc punissable. Donc, les gens qui attachent leurs chiottes, ou comment ça se dit, les chiens, les petits chiens, les chiens à l'autoroute quand ils vont en vacances. Donc là, ils abandonnent leurs chiens dans l'intention de s'en défaire. C'est punissable, donc assez strictement en Suisse. Il me semble important de savoir ceci. Ça a l'air banal, je disais, ce n'est pas juste visionnaire, mais quand j'étais par exemple à Sarajevo, au cœur de la Bosnie-Herzégovine, la personne qui protégeait des chiens là-bas a dit que l'abandon ou le relâche d'un animal, d'un chien, n'est pas punissable. Donc, c'est pour ça aussi une raison que les gens se débarrassent de leurs chiens et de leurs chats dans le parc local et rien se passe. Et c'est un aspect de surpopulation. Nous avons des chiffres, là, bien sûr, je pourrais, comme j'ai écrit le commentaire juridique sur ceci en 1986, c'est quand même, comme j'étais avocat des animaux, j'avais pas mal de cas dans cette direction. Et il me semble que savoir ceci, que c'est punissable est déjà quelque chose. Est-ce que existe-t-il des cas de tel mal? Comment je vais bien faire? Oui, je crois que j'y arrive ici. Je m'excuse. Je voudrais bien. Maintenant, peut-être un nouveau ou celui-là. Ah, j'ouvre un nouveau, quoi, tout simple. Mais comment je vais bien faire pour... Ah, comme ça. Peut-être pendant Fenêtre. que vous cherchez ça. Je trouve. Alors, là, la Fondation pour l'animal en droit, que j'ai créée en 1985, a créé une banque de données sur tous les cas pénals en Suisse intégrant les cas depuis 1981. Et la fondation que j'ai quittée en faveur de Global Animal Legal Association a donc cette banque à données et elle reçoit tous les cas par l'Office fédéral régulièrement, et nous voyons qu'il existe 24 312 cas pénals en Suisse, et ils sont tous, plus ou moins tous ici, avec une description, ce qui s'est passé avec, si c'est chat, chien, etc., avec tous les détails, et ça donne à la Fondation pour l'animal en droit et au public la possibilité de contrôler les cantons en français, donc les départements, et ce qu'ils font bien en ce qui concerne la protection des animaux au niveau pénal. Avec ici, si on cherche par exemple les chiens, j'ai vu qu'il y a dans les 24 000 cas en global, donc aussi avec les animaux fermiers, etc., il y a quand même 10 753 cas qui concernent les chiens, et nous avons 95 ou 95 cas pénals de maltraitance des animaux en Suisse
qui ont été abandonnés ou relâchés d'un animal domestique. Donc, il y a des cas, ils ne sont pas très souvent, des chiens et des chats, ou maintenant nous parlons des chiens, abandonnés, et avec un tel site, vous pouvez voir exactement quelle est la punition, quelles sont les, les conséquences. Nous avons hélas aussi, toujours, ça se trouve aussi là-dedans, mais je ne veux pas aller trop dans les détails, si tu veux écrire sa thèse juridique, eh bien, invité de jouer avec cette banque de données. Quand j'étais avocat des animaux au canton de Zurich pendant 3 ans, j'avais pratiquement chaque année une trentaine de cas de chiens qui ont été enfermés dans les voitures et les voitures qui ont été laissées en plein soleil, ou d'abord à l'ombre et le plein soleil est venu. Et la souffrance de tels chiens dans des voitures qui n'ont pas de circulation aérienne, si les chiens n'ont pas d'eau, cette souffrance est énorme et ils crèvent, ça dépend un peu de la longueur de leur nez, ils crèvent pendant 30 minutes ou peut-être 60, 75 minutes d'une manière épouvantable. Nous parlions, puisque nous aimions bien dans le temps, dans la fondation de l'animal en droit, l'Italie, et nous parlions un peu cyniquement de l'autogrill, puisque là, il y a les Pavesi, etc., les autogrills, mais c'est quand même une trentaine de cas seulement au canton de Zurich, même que la police et tous le disent. C'est quand même incroyable que ça se fait toujours et qu'on ne sait toujours pas que, donc bien sûr, c'est punissable comme comme maltraite d'un animal et une négligence, bien sûr, cruelle. Si nous restons maintenant dans le cas des chiens, dans une telle voiture qui se fait tout le temps et ça donne toujours un bon article dans la presse, nous avons l'aspect juridique un peu spécifique. Si je vois comme témoin et comme personne qui n'est pas le déteneur de ce chien dans une voiture, est-ce que j'ai le droit de casser la fenêtre pour libérer le chien, oui ou non? Là, il faut se rendre compte que, bien sûr, comme déteneur du chien et de la voiture, je ne serais pas intéressé à un dégât, je dirais, de peut-être c'est une Ferrari ou un Tesla de 2000 francs ou 2000 euros pour une fenêtre. Donc, la personne lésée aurait le droit de porter plainte contre la personne qui a libéré le chien. Et il y a quelques cas qui disent on a bien le droit de libérer le chien et de faire un dommage à la voiture si on a tout essayé, qui est plus ou moins naturel, pour trouver le déteneur de la voiture. Si on le voit, si on voit le chien qui est en bonne santé et en bonne condition, et on casse la fenêtre puisqu'on a l'impression que c'est chaud, alors on n'a pas tout fait, alors on risque d'être puni et on doit payer donc la fenêtre, la libération d'un chien souffrant et juridiquement de temps en temps un peu délicat. Ce que nous avons en Suisse, c'est que donc on a donné des idées aussi aux législateurs français, créer un nouveau statut juridique des animaux, donc l'animal qui est au niveau juridique entre les êtres humains et les objets. On parle de l'article 641, alinéa 1, qui existe depuis 2003. Personnellement, avec la Fondation pour l'animal en droit, nous avons travaillé sur ce dossier pendant une douzaine d'années, de partir de la vision, de l'idée et des propositions très concrètes jusqu'à ce qu'on a pu changer la loi.
nous avons donc l'animal comme troisième catégorie d'un côté, et de l'autre côté, on s'est dit, qu'est-ce que ça veut, qu'y a-t-il comme conséquence pour les chiens et les chats, donc des animaux domestiques, perdus et trouvés? Nous savons peut-être si je perds ma serviette ou mon vélo en Suisse, je reste le propriétaire, je n'ai pas la possession, mais la propriété pendant 5 ans. Et si je retrouve mon objet dans ma propriété pendant 5 ans, j'ai la possibilité de demander l'objet de retour. Avec des chats et des chiens, ce n'est pas une solution idéale puisque on s'est rendu compte, basé sur des recherches scientifiques, que une fois que le chien est intégré dans la nouvelle famille, alors c'est une certaine souffrance pour le chien, pour la nouvelle famille. Si après 1 an, il y a quelqu'un qui dit, mais c'est mon fifi, il faut que vous me le rendiez. C'est pour ça qu'on a changé la loi dans cet aspect en disant que la chose acquise à celui qui l'a trouvé et qui a satisfait à ses obligations, le propriétaire perd sa propriété non après 5 ans, mais après 2 mois. Donc, si je perds mon chien euh, et je ne le retrouve plus après 2 mois, je risque d'avoir perdu ma propriété envers le chien. Ce système marche seulement si il y a une banque à données qui me donne la possibilité de trouver mon chien perdu dans un délai qui est très court. On, on sait bien que beaucoup de gens, s'ils perdent leur chien, leur chat, euh, il faut des insertions, donc dans les petits magasins, peut-être ils parlent à leur vétérinaire, ils parlent aux policiers, etc. Mais la chance de retrouver un chien perdu est très petite puisque la personne qui a perdu le chien et la personne qui a trouvé le chien n'ont pas de lien commun, pas de plateforme commune. Raison pourquoi nous avons forcé le législateur de créer ah, de créer une autorité qui doit faire sûr que par une banque de données, le chercheur d'un chien et que la personne qui a perdu le chien se retrouve sur une plateforme commune par les cantons. Et comme la Suisse est très petite, et les cantons donc plus petits, et un chien qui a été perdu au canton de Schwyz, par exemple, pourrait être retrouvé au canton de Lucerne ou de Zug, ces plateformes sont coordonnées. Donc, avec ceci, nous avons la possibilité de réduire la souffrance des chiens perdus et trouvés par une telle banque à données commune qui est non un travail des privés, puisque là on a la concurrence et pas la satisfaction parfaite par le système, mais un devoir public en ce qui concerne la recherche des chiens et des chats, des animaux domestiques, pour simplifier ceci. Et par ceci, nous avons le mécanisme que les 2 mois, qui sont très courts, sont réalistes et que la famille qui a tout fait et qui a trouvé un chien et qui a planté son indication sur cette banque de données officielle vraiment peut dire qu'ils sont maintenant les nouveaux propriétaires de ce chien. Donc, c'est un aspect de changement de statut juridique dans le code civil. Bien sûr. Ah, pardon, Antoine.
bien sûr, nous aurions beaucoup d'aspects que pourrait faire la France aussi, améliorer le sort de l'animal en France. Ici. En ce qui concerne la question de porter secours à un animal, quelles inspirations pourraient se faire en France? Allons-y, puisque c'est si charmant et puisque ma mère était française, je vais chercher la France ici. Animal laws at national level en France. Donc, c'est le code pénal, un peu à droite et à gauche. C'est le French Civil Code, un peu, oui, mais il manque, c'est surtout pénal et pas très administratif et pas très complet. La législation. Si vous essayez de partager avec nous là, on est encore sur la page de Tierschutzgesetz. Vraiment? Oui, on n'a pas la page de Global Animal Law sur la France. Non, mais ça va pas, ça. Live, moi je le vois, comment bien faire. Non, On est bloqué, en tout cas, moi, c'est bloqué en tout cas sur l'autre page. Sur le... toujours? Ah, voilà, là, maintenant, ça y est. On voit la... Ah, très bien. Magique, la potion magique. Ce qui me semble à réfléchir, en France, si on voit ça à un niveau base globale en comparaison, en comparant, je voudrais bien voir une législation complète dans une loi complète. Il existe maintenant un livre avec une collection de tous les aspects juridiques, mais quand je parle aux avocats ou aux juges en France, ça n'a pas le même poids comme si nous savions il y a une législation pour protéger les animaux domestiques, les animaux farm animals, laboratory animals, sport animals, etc. Et là, j'invite la France de réfléchir, de faire mieux et d'intégrer l'animal aussi dans la Constitution, comme ça existe dans quelques nations au niveau mondial. Nous l'avons bien démontré dans cette base, dans cette banque de données. Je vois toujours au niveau global les discussions que même si la législation semble plus ou moins, surtout moins satisfaisant de la part par les lunettes des protecteurs et protectrices des animaux, le deuxième pylon serait donc l'application de la loi, de donner aux animaux une voix juridique au niveau pénal et administratif. Il existe quelques aspects de donner une telle voix à quelques organisations de la protection des animaux. J'ai l'impression que on se concentre par ce moyen sur un débat devant la cour et on ouvre les actes et les documents seulement quelques journées avant la cour. Quand j'étais l'avocat des animaux au canton de Zurich, nous avons créé cette... donc, c'est pas moi comme personne, mais je parle maintenant de l'institution que nous avons créée en 1991. Nous avons donné cette voix à l'avocat à partir que la plainte est déposée. Donc, nous avons reçu les protocoles des témoins, nous avons pu demander d'autres témoins, des expertises, etc., du premier moment. Et c'est là où souvent les preuves se font bien ou se font mal. Donc là, allez-y le plus près de la date où vraiment la malfraction
c'est fait. La transparence dans le domaine de l'adaptation, ou oui, de la loi sur la protection des animaux a attiré l'opinion publique et l'intérêt public par telle banque à données qui a été créée par la Fondation pour l'animal en droit en Suisse. Si vous parlez aux procureurs, aux juges, ils disent que bien sûr, ils font un bon boulot et qu'il y a toujours les protecteurs et protectrices des animaux qui ne sont pas patientés et ils sont toujours énervés, mais il manque une base transparente et juridique pour dire quel département fait un bon travail en faveur des animaux et quel département pourrait faire mieux. Avec une telle banque en comparaison de la Suisse, nous avons pu motiver une grande partie des cantons et l'Office fédéral et les masses médias en disant et pourquoi un animal reste maltraité dans tel canton et pas dans l'autre. En ce qui concerne maintenant cet aspect un peu particulier des animaux domestiques, la banque a donné officiel, donc gouvernemental, quel chien a été perdu et quel a été trouvé, est-ce que c'est identique ou non, a, d'après mon impression, aidé à réduire la souffrance des chiens aberrés et de leur donner un nid au cœur d'un bon déteneur ou d'une nouvelle famille. Et ça a aidé la relation homme-animal. Par ça aussi, la réduction des délais sur l'acquisition de 5 ans à 2 mois en Suisse a été adoptée par le législateur et j'ai l'impression que c'était une bonne chose. En tout, je vois l'aspect juridique en ce qui concerne la protection des animaux très important vis-à-vis de la éthique et si on peut au niveau non idéologique, mais scientifique, prouver les avantages d'une législation, les désavantages en des propositions qui peuvent être adoptées au niveau de la propre mairie, au niveau du département et au niveau national en France, en faisant la comparaison avec d'autres pays, je parle maintenant de l'Europe, puisque, oui, pour les politiciens, c'est plus facile d'adopter ceci. Alors, je pense que nous pouvons faire un grand pas ensemble pour réduire la souffrance des animaux en France et pour participer à une vie plus humaine pour les animaux en France et au niveau global. Merci. Merci beaucoup Antoine pour tous ces éléments. En plus, vous avez abordé les différentes sources, qu'elles soient Internet ou législatives, où les personnes peuvent aller consulter. Dans tout ce que vous avez dit, ça m'a fait penser à différents éléments et différentes questions pour que les gens puissent repartir avec différents éléments, je dirais, concrets. Et là, je crois que je vous entends pas très bien. Donc, j'étais en train de vous remercier du coup du partage de toutes ces informations au niveau des ressources. Et il y a des gens qui se moquent de moi en plus, qui disent que j'avais une voix Robocop. C'est génial. Et tout ce que vous avez énoncé m'a fait penser à des questions pour que les gens puissent repartir avec certains éléments, je dirais, pratiques. Vous avez notamment mentionné les abandons, les chiens dans les voitures, etc. Donc, j'aimerais vous poser en fait quelques questions avant qu'on puisse passer à la connexion, enfin aux questions des participants. Par exemple, on va commencer avec le chien dans la voiture. Vous avez parlé du fait que, oui, on peut potentiellement casser la vitre, qu'on va être
enfin, on va peut-être être, pas attaqué, mais comment je dirais, inculpé pour les dommages. Quels sont vos conseils, justement, si on est témoin, que ça fait un moment qu'un animal est coincé dans l'automobile, qu'est-ce qu'on devrait appeler potentiellement avant de casser la vitre, ou est-ce qu'on doit filmer? Voilà, quels sont vos conseils si on voit vraiment que l'animal est en danger, et on entend souvent parler aussi d'état de nécessité? Quels sont les conseils que vous auriez d'un point de vue pratique pour les gens? Merci beaucoup de vos fleurs et félicitations et de la question très pratique. Euh, Bien sûr, ça dépend de beaucoup de choses, mais euh, avec un cellulaire, ça se dit bien cellulaire, le cell phone, Oui, au mobile ou portable. mobile, quoi, dans la poche ou dans le sac, je ferai des photos de l'animal euh, dans la voiture euh, en démontrant que les fenêtres sont fermées, ils devraient être ouverts, on m'a dit au moins 12 cm pour un courant d'air, euh, pour voir qu'il n'y a pas d'eau par terre pour le chien. Et alors, on voit exactement quelle seconde, quelle minute on a vu ceci. Donc, pour un témoignage, c'est important. Après, euh, je demanderai à droite et à gauche, je ferai une photo aussi du numéro de la voiture, La plaque. la plaque, et je demanderai, par exemple, au chef des cours de tennis à quelle appartient cette voiture avec telle plaque, avec un chien. Mhm. J'irai, si je suis au magasin Carrefour, par exemple, j'irai là à une vendeuse qui me dirait, ou un vendeur qui me dirait où aller pour annoncer que le déteneur de telle voiture avec telle plaque devrait se mettre, euh, aller à sa voiture, c'est urgent, et je j'appellerai ou je ferai appeler la police qui, si elle ne vient pas dans 10 minutes, un quart d'heure, me donnerait la possibilité de prouver après que j'ai tout fait pour éviter un tel dégât. Mhm. Si on change un peu de perspective, il se peut vraiment que euh, vous voyez une copine, vous prenez un café, vous oubliez. Donc, vous avez l'intention vraiment de retourner une minute après que la fenêtre est détruite. Et ce sont des débats euh, des deux côtés souvent insatisfaisants puisqu'on vous donne, euh, on vous donne l'impression que vous êtes une mauvaise personne, bien que peut-être dans telles circonstances, l'animal n'a pas aussi souffert comme les autres le voient, etc. Donc, c'est pour ça qu'au niveau formel, je dirais, faites la, ouvrez les possibilités de pouvoir prouver quand vous avez demandé qui pour éviter un tel dégât. Et après, vous le faites avec le coup, le coude comme ça, Ok. un marque. Si on garde toujours cet exemple de, on va dire, les chiens, là on a pris le cas dans une voiture, mais il y a un élément qu'on on avait déjà discuté, c'est cette notion de propriété privée et propriété publique. Si maintenant on voit un animal en détresse, ça peut être un chien, un chat ou un autre animal, mais qu'il se retrouve par exemple enfermé dans un jardin ou enfermé dans une maison, est-ce qu'on applique le même raisonnement, ou est-ce que d'un point de vue légal, il est mieux qu'on fasse d'autres démarches? Parce que si maintenant on voit dans un jardin, je ne sais pas, un animal au soleil avec une leste très très courte depuis quelques heures, on le voit en train d'agoniser, est-ce qu'on a le droit de rentrer dans ce jardin, ou si c'est une maison? Est-ce que ça change la donne d'un point de vue juridique? Euh, c'est similaire mais pas identique. Euh, vous risquez plus si vous entrez à un jardin ou une maison qui, bien sûr, vous n'appartient pas, et
bien sûr, on peut dire au niveau non juridique, c'est une libération d'un chien d'une torture atroce. Quand j'étais avocat des animaux, j'étais bien sûr euh, limité par la législation et j'ai vu comme il n'y avait pas beaucoup de gens ou avocats au niveau protection des animaux, au niveau juridique, qui vraiment voyaient le travail de la police animalière. Au canton de Zurich, nous avons aussi policiers qui s'occupent des chiens et des chats, euh, euh, des policiers donc spécialisés sur ceci. Le travail que j'ai vu par les dossiers immenses, des fois, des vétérinaires officiels et vétérinaires cantonaux et vétérinaires du district. Donc, c'est un grand boulot qu'ils font et sont souvent au niveau, je dirais, politique ou des masses médias sous-estimés puisqu'on leur donne l'impression qu'ils ne font rien, qu'ils se foutent, qu'ils soutiennent toujours les paysans. Donc, il y a beaucoup d'idéologie là-dedans et manque de transparence et eux-mêmes, dans les offices, ne peuvent pas se défendre puisqu'ils disent toujours qu'il y a le grand secret, il faut protéger la personnalité du déteneur, etc., etc. Donc, à part ça, je dirais que il vaudrait, donc, si ce ne sont pas des cas excessivement brutaux que je vois maintenant exactement, une personne qui met son chien à mort d'une manière atroce, euh, je dirais aussi, filmez-le en cas de témoin, allez-y et faites le meilleur pour protéger le chien, mais vous ne connaissez pas bien sûr, vous ne pouvez pas connaître toutes les circonstances. Si c'est on parle de délit de maltraitance, un délit où vous avez l'impression qu'il a une certaine durée, que vous voyez ce chien attaché sans pouvoir se mouvoir, vous voyez les crottes partout, vous voyez donc qu'il n'a pas pu se bouger. Euh, je, j'indiquerai ceci si ça existe à une organisation de la protection des animaux crédible de ce village, par exemple, et parallèlement, ou un après l'autre, aussi aux, euh, aux policiers avec des preuves de photos, de témoignages, de noms, etc., en disant, écoutez, c'est une maltraitance sur la base du code pénal français qu'on a vu. Allez-y avec une marque dans l'oreille officielle et objective. Et si vous portez plainte écrite, soit au procureur ou au policier, soit au vétérinaire officiel du département ou à la mairie, alors restez objectif, ne faites pas d'exagération, restez près des photos, ce que vous avez vu, non, ce que vous avez entendu, donnez les noms des témoins, puisque j'ai vu énormément de cas qui ont, qui ont choqué au commencement, si on entendait les gens, ce qu'ils ont vu, et si j'ai vu les photos ou l'autopsie ou l'expertise du vétérinaire, c'était une chose complètement différente. Donc, restez objectif pour pouvoir euh, montrer la crédibilité de votre plainte et pour vraiment réduire la souffrance, soit de tel animal ou de centaines d'animaux chez ce paysan ou chez ce producteur de chiens ou de chats, éleveur de chiens et de chats. Ah, vous venez de dire un mot qui est très important, c'est le mot maltraitance. Je vais vous poser encore deux questions deux questions avant de passer aux questions des personnes qui nous regardent. C'est que là, on a un peu abordé les cas où on imagine que l'animal est seul, en détresse et potentiellement en danger.
Mais comment ça se passe si on est témoin de vraies maltraitances, qu'on voit quelqu'un, par exemple, taper son animal? Est-ce qu'il y a une différence au niveau des interventions que nous, on pourrait faire si on voit la maltraitance et ces actes de cruauté dans un contexte privé ou si on le voit en pleine rue? Euh, en pleine rue, c'est plus facile, puisque plus rare aussi. Ah, maltraitance. Je vois une question de David. Je vais la répondre après. OK. Donc, nous avons un État en France et en Suisse basé sur l'État de droit et ce n'est pas un État de justice de Lynch ou de police privée. Vous n'êtes pas policier privé et euh, si vous voyez une maltraitance, alors vous êtes témoin, vous demandez à la police d'intervenir euh, ou peut-être à une association semi-gouvernementale, veut dire avec une crédibilité gouvernementale, puisqu'ils ont une position dans les cas pénals, une certaine position, donc ils sont acceptés par l'État, ils ne sont pas idéologiques ou ils connaissent, euh, ils connaissent les circonstances, ils savent ce qui est une maltraitance et ce qui est seulement euh, oui, qui a l'air choquant, mais qui ne l'est pas forcément. Et là, je dirais, au niveau légal, peut-être je suis trop légaliste maintenant, ce que je dis, et j'ouvre pas les cœurs des protectrices et des protecteurs des animaux. Allez-y, battez le déteneur d'un chien eux-mêmes. Euh, je vois les cas qui ont mieux terminé, euh, qui va piano va sano, avec des photos, des témoins, la police, le procureur qui voit ce qui s'est vraiment bien passé. Tout d'un coup, on oublie de faire une photo. Les témoignages voient, les témoins voient d'autres choses et à la fin, la personne qui était cruel envers son animal et n'est pas chargé. Mhm. Et ça, c'est encore plus frustrant que tout le reste. Super, je suis consciente du temps. Du coup, je vais poser ma dernière question, même si j'en avais encore plein d'autres. Ma dernière Oui. question, c'est lors des anciennes, enfin des autres conférences et notamment la discussion qu'on a eue avec Olivia, Maître Olivia, un des éléments majeurs qui est ressorti, c'est que lorsqu'on voit un animal en détresse et qu'on veut lui porter secours, on doit aussi tenir compte de l'environnement ou du type d'animal. Par exemple, est-ce que c'est un animal sauvage? Est-ce que c'est un animal domestique? Est-ce que très brièvement, de votre point de vue, enfin, est-ce qu'il y a des tuyaux ou des réflexes majeurs qu'on doit avoir de votre point de vue quand on est dans une... Voilà, on envoie un animal en détresse. Quelles sont les premières questions qu'on doit se poser, notamment si on réfléchit à cette question d'environnement ou de catégorie d'animal? Vous parlez d'animaux en détresse et ça me fait penser du mot de stress. Et les animaux en détresse, euh, d'après mon point de vue, sont souvent stressés. Ils ne voient pas leur propriétaire, ils sont dans un environnement qu'ils ne connaissent pas et ils voient des gens à droite et à gauche, peut-être qui crient, qui ne sont pas d'accord de telle et telle action, d'une personne qui fait quoi et ça. Et euh, de, de, d'enlever le stress d'une telle situation, de respirer soi-même profondément, ça a l'air stupide d'un avocat d'entendre ça, et de trouver
un fort de communication avec d'autres personnes dans cette situation, peut-être même avec le déteneur de ce chien, calme énormément. C'est très difficile puisqu'on est stressé, on est choqué quand on voit peut-être le sang qui coule, trois chiens donc, qui crient épouvantablement, etc. Et de rester calme donne la possibilité de gérer la situation et tout d'un coup, ça se peut que les animaux en stress, avec des infractions, avec du sang partout, sont entourés par des gens stressés et c'est exactement le contraire des besoins de l'animal. Donc, rester cool, participer à sortir le stress dans la situation, calmer l'animal si possible et regarder que les soins de l'animal se fassent au vite possible, au professionnel possible et soyez modeste avec votre propre point de vue. Un vétérinaire, une vétérinaire sur place a beaucoup d'autres possibilités d'intervenir qu'une personne privée qui sait quelque chose sur les chiens, mais pas sur les chevaux. D'accord. Et j'imagine que par exemple, c'est vrai qu'avec Olivier, on avait parlé, ça peut être un chevreuil ou certains animaux sauvages on n'est pas autorisé à transporter. Donc là, quelque part, ce que vous mentionnez d'avoir les preuves et d'essayer de faire en sorte potentiellement de calmer l'animal le mieux possible le temps que les vrais professionnels viennent apporter les secours, ce serait la meilleure solution, idéalement. Oui, ça a l'air un peu. euh, quand je dis ça, j'ai l'impression d'avoir un cœur froid, n'est-ce pas, puisqu'il faut vraiment aider, etc. Mais il se peut que vraiment l'aide et euh, pas l'idéal et qu'on ne voit pas toujours tout bien sûr. Ce qu'on a fait, si on parle de chevreuils et de biches qui ont été lésés par des automobilistes, n'est-ce pas? L'automobiliste qui euh, téléphone à la police en disant qu'il y a une biche souffrante sur telle et telle route, risque que la police lui prenne le sang en disant que tu as bu trop d'alcool. Ça peut être une raison pourquoi beaucoup de gens évitent de téléphoner à la police et laissent la biche crever cruellement. L'autre possibilité, c'est en Suisse au moins de téléphoner au chasseur qui est responsable de ce lieu et le chasseur, moitié officiel, a la possibilité donc de transporter la biche chez le vétérinaire, par exemple, ou de tuer la biche d'une manière professionnelle pour réduire la souffrance de tel animal. Puisque souvent, les automobilistes évitent une confrontation avec la police ou le chasseur ou devraient attendre 2 heures à 3 heures du matin jusqu'à 5 heures du matin. Ils laissent la biche souffrante et avec le procureur du canton de Zurich, nous avons trouvé un moyen de dire ce n'est non seulement une infraction peut-être de la loi de chasse, puisque là, on a l'obligation, ou en Suisse, de dénoncer si un animal sauvage souffre, mais c'est aussi une infraction de la loi de la protection des animaux, puisque moi, je suis responsable de la souffrance de cette bête et quand je ne prends pas les mesures pour réduire la souffrance, je suis coupable de la longue durée et de la haute intensité de cette souffrance qui peut durer une journée ou 2 journées. Alors, nous avons trouvé quelques automobilistes
par les garagistes, etc. Et on les a punis assez sévèrement puisqu'ils ont laissé souffrir une biche en sachant qu'elle va souffrir. Super. Je vais passer maintenant du coup aux diverses questions qu'on a eues. On a eu plusieurs. Alors, je vais les prendre dans l'ordre, hein. Donc, peut-être qu'il y a des choses qui vont se recouper. Alors, la première question est, quel est le pays qui respecte le mieux les animaux? Est-ce que c'est la Suisse? Je vais vous démontrer ceci par ceci. Alors, nous avons, si j'y arrive, maintenant je vais ouvrir les chats, nous avons la grande question où est-ce que l'animal va bien, et là, nous avons tel database legislation avec les 8 cases, n'est-ce pas? Mais ceci, ce qu'on a fait, est très superficiel, puisqu'on ne va pas dans les détails. Nous avons un grand projet d'un Global Animal Friendly Index. Donc, GALFI, par ceci, nous voyons là les détails, nous sommes en commencement, download folder here, au commencement d'un projet immense de comparer la animal friendliness, donc la relation homme-animal dans la loi dans chaque pays. Et nous avons l'intention, donc on nous parle de big data, et nous avons l'intention de comparer, si on regarde les big five, donc les farm animals, pets, etc. Ici à gauche, nous voyons la pensée, là, ça c'est le droit constitutionnel en rouge, ça c'est la législation, à gauche c'est la législation qui protège les animaux, à droite c'est Animal Use Laws, donc la législation qui parle comment utiliser les animaux, comme par exemple la législation sur les animaux en laboratoire, ou est la base juridique pour forcer les producteurs de chimie ou des produits pharmaceutiques de faire des expériences sur les animaux. Là, nous avons l'aspect, l'application de la loi, ça c'est l'éducation. Et l'idée serait que si, ici par exemple, Wild Animals, qu'est-ce que c'était bien comme question? Question page numéro 3. Attendez, numéro 3, comme, ah oui, ici, is it punishable to abandon a dog? Donc, est-ce que c'est punissable d'abandonner un chien? C'est la question 32.9. C'est comme un jouet que j'aime bien. 32, attendez, c'est ici, 32.9. Alors, je voudrais bien cliquer dessus et comparer la France et l'Argentine et la Nouvelle-Zélande. Est-ce que c'est punissable, oui ou non? Et là, en Bosnie-Herzégovine, ce ne serait pas punissable. Et par un tel instrument, nous pourrions dire, en donnant des points sur les questions et surtout sur les réponses, si on donne 20 points par question et nous avons 512 questions, alors nous avons beaucoup de points à donner. On pourrait dire qu'en Chine, la Chine a, j'imagine, 6512 points et la France en a 8390. Alors là, on pourrait dire au niveau objectif où l'animal est mieux traité que dans d'autres pays. Sinon, assez souvent, c'est un peu les préjudices, ils pensent aussi un peu impérialistes.
n'est-ce pas, que nous en Suisse ou nous en France sont mieux que les Africains ou les Chinois, puisque les Chinois mangent euh, euh, des chiens, mais bien sûr en Suisse aussi, et je pense aussi en France, il y a des gens qui mangent des chiens. Donc, au niveau objectif, avec un tel instrument, nous pourrons dire où l'animal, au niveau législation, application et éducation, va mieux que dans d'autres pays, et ça motiverait l'un pays vis-à-vis de l'autre de faire des pas en avance. Et ça fait aussi partie de l'UNCAP, donc de l'idée d'intégrer la protection des animaux et la santé des animaux au niveau de l'ONU. Avec ceci, nous pourrions comparer l'animal friendliness de chaque pays. Merci beaucoup, Antoine. Je propose du coup, vous pouvez peut-être arrêter de partager l'écran. Je vais vite relire les questions. Ça fait déjà 1h15 qu'on est en ligne. Le temps fuse et c'est vrai que sinon après ça va être long. Alors, on continue. Dans les questions, il y en a plusieurs, enfin il y en a pas mal. Je vais essayer de les recompiler au niveau de par thématique. Donc si je prends le côté purement légal au niveau de ce qui est nécessaire, il y a une question par exemple qui est: pouvez-vous expliquer l'état de nécessité dans le cas d'une intervention pour sauver un animal blessé? Une autre question aussi dans le côté légal, je vais du coup les poser tout en même temps parce que sinon après je pense qu'on pourra avoir encore pendant 3-4 heures notre conférence. C'est: il y a une obligation d'identification des chiens en Suisse, qu'en est-il pour les chats? Et le dernier élément légal, c'est: quelle est la définition légale suisse de la maltraitance? La maltraitance, donc basée sur l'article 26 que j'ai lu, mauvais traitement infligé aux animaux, est puni, donc maltraite un animal, néglige ou le surmène inutilement ou porte atteinte à sa dignité d'une autre manière. Donc la maltraitance, c'est une action active, ce n'est pas la négligence, même si la souffrance peut être plus ou moins comparable, une action active, intentionnelle ou non intentionnelle, qui a une portée importante en ce qui concerne la souffrance, donc la douleur et la douleur, les dégâts, la souffrance et les peurs, la peur d'un animal. Si ceci a une tenue élevée vis-à-vis d'un petit coup à un chien ou à un chat qui est court, où il n'y a pas de blessure, si on parle de blessure plus ou moins, comment juger de la peur, oui. Si on a une blessure, c'est plus ou moins facile avec des photos, avec des vétérinaires qui se connaissent, on peut dire que c'est une blessure avec une certaine ou une grande souffrance. En ce qui concerne la peur, c'est une très bonne question. Ce n'est pas très facile pour des non-spécialistes de voir si un animal a peur. Donc, il y a des livres sur la souffrance des chiens et des chats, aussi en ce qui concerne comment lire un chien, s'il a peur ou non, ou comment lire des souris. Là, il y a beaucoup de livres sur ceci. Comment lire la peur d'un animal, par exemple une souris dans les laboratoires, qui sont très bien recherchés. Là, il s'agit qu'on voit la grandeur, comment ça se dit, les pupilles de l'œil. Oui, la pupille, oui. La grandeur de l'œil, les spécialistes le voient. Si ça s'agrandit, alors on m'a dit que c'est un signe de peur. On regarde la fourrure. Est-ce que la fourrure est élevée ou est-ce qu'elle est normalement plate? Donc là aussi, si on a peur, alors on a l'impression que
les cheveux se remettent. Donc, il y a des indicateurs, je dirais, scientifiques et les vétérinaires qui sont spécialisés soit dans les animaux domestiques ou de ferme connaissent assez bien les bases scientifiques et euh, euh, normales pour pouvoir déchiffrer la peur. La peur pour vraiment motiver un juge ou une cour de punir quelqu'un à cause de la peur des animaux est un peu délicat. Il manque la blessure, il manque le sang, il manque donc tout ce qui est brutal. Et si nous avons des cas seulement de peur, alors on demande une interprétation du comportement de l'animal par un juge qui aime les chiens, aime les chevaux ou aime pas les chats. Et alors, on a plus de chances vis-à-vis de la cour si brutalement, si on peut prouver que ça a saigné et si nous avons un, un, un vétérinaire avec un attest. Super. Je vais, donc, il y avait une autre question qui était celle que je disais tout à l'heure. Est-ce qu'on a aussi l'obligation d'identifier les chats en Suisse? C'est en question et si je le sais bien, pour le moment, non. Très bien. C'est un grand problème puisque les chats, la population des chats a grandi. La méfiance des gens qui aimaient, il y a une dizaine d'années, les chats, maintenant deviennent de plus en plus critiques. Les chats qui font des dégâts dans le jardin, euh, dans les places où les enfants jouent, personne d'être responsable d'un dégât d'un chat à sa voiture et les déteneurs de chats sont des fois ne comprennent pas que d'autres gens ne peuvent pas comprendre qu'on aime les chats ou qu'on les aime moins. C'est pour ça que si les déteneurs de chats ne font pas attention à au mouvement qui devient de plus en plus un peu critique vis-à-vis les chats, on risque à mi-terme que les législateurs, soit au niveau cantonal ou au niveau national, chez vous les départements, se disent il faut augmenter le niveau de protection des êtres humains vis-à-vis des chats. Et alors on parle d'impôts sur des chats, on parle de dégâts ou d'avoir des assurances sur les chats, etc. Et ça pourrait devenir aussi désagréable comme au niveau global la législation de la protection des hommes vis-à-vis des chiens soi-disant dangereux. Très bien. Je vais poser une question qu'on a reçue justement aussi par rapport aux différentes bases de données que vous avez fait référence tout à l'heure. Il y en a eu plusieurs. Donc, est-ce qu'une famille qui a perdu son chien a accès à une base de données qui liste les animaux trouvés? Avec entre parenthèses, en France, on a un enregistrement sur le réseau ICAD des carnivores depuis 2012, mais cette base n'est accessible qu'à certains services comme les vétérinaires ou les fourrières. Qu'en est-il en fait pour la Suisse? Nous avons deux aspects. Nous avons une banque à donner, donc une centaine, mais là où les protecteurs, les protectrices des animaux et même les déteneurs de fourrières, est-ce que ça se dit là où il y a les chiens et les chats trouver les organisations de protection des animaux ont souvent comment ça se dit, fourrières? Les fourrières ou la SPA, Oui, simplement. oui, SPA comme ça. Même eux, en Suisse, n'ont pas le droit d'accéder dans la banque de données
euh, qui est géré par les cantons, donc gouvernemental et officiels, des gens qui ont été punis à cause de maltraitance et qui n'ont pas le droit de détenir des chiens ou des chats. Alors là, on risque qu'une telle fourrière vend un chien pour 300 € à une personne qui n'est pas autorisée de détenir des chiens ou des chats. Et ça, ce n'est pas très satisfaisant. Mhm. De l'autre côté, si on cherche son propre chien ou son propre chat, alors, d'après mon opinion, c'était exactement l'idée que nous avons créé cette base juridique, que la personne qui cherche son chien euh, puisse trouver son chien. Mhm. Donc, il donne la description et des photos, etc., de son chien en disant, je vais avoir accès à des chiens similaires. Très bien. Juste pour tout le Et monde, il on faut mettra ces informations-là plus tard en dessous de l'enregistrement. On mettra les différents sites et les différentes bases de données dont Antoine fait référence. Justement aussi par rapport à cette base de données où vous avez recompilé, hein, vous avez commencé il y a énormément d'années les différents cas sur les animaux, et les cas, on va dire, juridiques et administratifs. Oui. On a une question pour savoir si sur cette base de données, elle recense aussi les peines encourues. C'est juste le cas ou est-ce que ça recense aussi les peines que les gens ont encourues en fait? C'est heureusement objectif et complet. Veut dire que euh, ce qui se fait en Allemagne, par exemple, et dans d'autres pays, une banque de donner des cas scandaleux, où soit les punitions sont très élevées ou qu'il y a des cas qu'un déteneur a été condamné d'aller vraiment pour 10 mois en prison, euh, ou bien on collectionne ces cas, ou on collectionne les cas scandaleux où l'État, le procureur, n'a rien foutu. Mhm. Pour le juge, pour la cour, pour le procureur, ces banques de données sont un peu aléatoires et pas très fiables puisqu'ils sont pleins de trous et pas objectifs. Mhm. C'est pour ça qu'on a dit, on veut, dans le temps, avec la protection, avec la Fondation pour l'animal en droit, on veut tous les cas, aussi les cas scandaleux, en disant que le chien a souffert des semaines et euh, le procureur n'a rien fait ou le juge a décidé que manque de preuves, il n'y a pas de punition. Et avec ceci, si on travaille avec 24 000 cas très concrets au niveau très spécifique, si on cherche les chiens maltraités au canton de Genève vis-à-vis du canton de Vaud dans les années 2000 à 2005, alors on a des résultats objectifs. Quand j'ai parlé aux procureurs en Allemagne qui sont venus à un congrès de protection des animaux, il y avait des activistes ou des organisations de la protection des animaux qui ont dit, mais pourquoi vous foutez rien dans ce cas? On vous a donné des expertises par des avocats de Greenpeace. Alors, la procureure a dit, je veux tout faire ce qui est possible pour protéger les animaux. Par contre, il faut connaître comment fonctionne l'État, comment fonctionnent les procureurs. Si on leur donne des informations qui peuvent être trop partielles, ils ne peuvent pas l'utiliser puisque l'avocat du paysan ou de la fabrique pharmaceutique va dire, écoutez, nous avons 10 cas qui vont dans l'autre direction. Donc, restez objectif pour avoir un meilleur impact.
Super. Et je vais poser la dernière question, même si on en a encore d'autres, parce que je pense qu'on va regarder, Antoine, peut-être comment répondre aussi à d'autres questions, parce que sinon, je pense effectivement qu'on va rester là un moment. Mais c'est une question, parce que c'est une information qu'on a entendu parler souvent, c'est l'état de nécessité lorsqu'il s'agit de secourir notamment un animal. Est-ce que vous pourriez nous toucher brièvement un mot sur qu'est-ce que ça veut dire l'état de nécessité? Au niveau éthique, je dirais, nous sommes, si on parle aux bouddhistes tibétains comme Padmasambhava qui est de l'autre côté ici, peut-être. On ne voit pas. On ne le voit pas. Oui, là, ça y est, on le voit. Ah, comme ça. Magnifique. Donc, qui me parle en disant le rôle d'un être humain sur le monde, c'est de réduire la souffrance, soit humaine ou des animaux. Et c'est notre devoir et c'est une motivation pourquoi je fais ceci au lieu de faire beaucoup de fric avec d'autres choses, avec des divorces et des cas d'impôts en tant qu'avocat. C'est un peu notre devoir. Donc, éthiquement, si on a la possibilité de participer à réduire la souffrance animale dans une voiture, alors on devrait le faire. La nécessité est donc, on parle un peu en balance. Si la souffrance est grande de l'animal que nous pouvons sauver, alors nous avons la protection juridique élevée pour pouvoir intervenir sous quelques conditions. Bien sûr, si la souffrance est petite, si nous voyons un chien qui a soif, alors sans problème, nous pouvons lui donner à boire. Ça, au niveau juridique, il n'y a pas de problème. Mais sinon, si nous nous sentons forcés de faire du dégât pour protéger l'animal, alors c'est la machinerie juridique qui dit il y a la propriété du déteneur de la voiture de l'animal qui est lésée. Et alors là, ça commence un peu à, à aller dans cette direction. Mais la, la nécessité de participer à réduire la souffrance de l'animal, je pense, et surtout au niveau éthique, et c'est une obligation légale par la loi de la protection des animaux. Donc nous sommes forcés, si nous détenons des animaux, de faire le mieux dans le cadre pour réduire la souffrance et pour de participer à son bien-être. Et alors, ça devient légal si on est le déteneur. Si on n'est pas le déteneur, alors ces relations sont beaucoup plus larges. Merci beaucoup, Antoine. Juste une petite précision pour les gens qui sont là encore. Je sais qu'il y a des questions qui ont été posées qu'on n'a pas répondu. Parce que quelque part, ça fait déjà 1 heure et demie qu'on est en ligne. On va s'arranger avec Antoine pour vous amener des éléments de réponse ultérieurement, d'accord? Donc, restez connectés sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas parce qu'on n'y répond pas ce soir qu'elles sont oubliées. Un petit élément supplémentaire, c'est que pour ceux qui avaient déjà participé à plusieurs de ces Nosy-conférences, je fais un petit sondage à chaque fois de 4 questions pour essayer de collecter un tout petit peu de feedback. Sachez qu'on remettra ces questions aussi sur Facebook. Donc, je vais le lancer. Et si vous pouvez prendre quelques petites secondes pour y répondre, ce serait super. Ça nous permet de savoir un peu qu'est-ce que vous avez pensé de la conférence, comment est-ce que vous en avez entendu parler, est-ce qu'il y a d'autres sujets qui vous intéressent. Il faut savoir que les sondages via Zoom ne nous permettent pas de vous donner l'espace à rajouter des commentaires. Donc, c'est vrai qu'on vous pose la question, est-ce que vous serez intéressé par d'autres e-conférences? Et vous ne pouvez pas dire les sujets supplémentaires. Donc, on a mis une petite mention. Venez sur la page Animal Webinars Project pour nous dire votre feedback et aussi quels sont les sujets qui pourraient vous intéresser. Pour ma part, je tiens vraiment à remercier Antoine pour tous ces éléments et on se rend compte en vous écoutant, Antoine, que ce n'est pas évident, que c'est un sujet complexe
parce qu'effectivement, la réalité du terrain, et comme vous disiez tout à l'heure, avoir un cœur chaud et les envies des fois vraiment d'agir et finalement, quand on est en empathie ou en compassion avec les animaux et que des fois, ben, on doit malheureusement aussi rester avec la tête froide parce qu'il faut réfléchir aux conséquences et pas forcément pour soi, mais aussi pour l'animal à qui on essaie d'apporter de l'aide parce qu'un mauvais geste ou une mauvaise action de notre part peut finalement du coup faire empirer la situation et que c'est pas si évident que ça. Donc je tenais vraiment à vous remercier pour toutes ces informations et pour l'ouverture d'esprit, pour ce côté compassion qu'on ressent, même si vous avez l'impression que vous étiez très froid en nous parlant de à quoi on a le droit ou à quoi on n'a pas le droit. Pour aussi ceux qui nous regardent, sachez qu'on a encore d'autres conférences en vue avec Maître Olivia Simniakos pour le côté français. Donc, c'était un enregistrement qui a eu lieu la semaine dernière, qui sera diffusé la semaine prochaine. Pardon. Et on aura aussi une conférence de l'IFO, le International Fund for Animal Welfare, qui nous fera un retour d'expérience sur justement les projets qu'ils ont à l'heure actuelle et quels sont les challenges auxquels ils font face. Et dans l'idéal, et j'en avais un tout petit peu parlé déjà aussi avec Antoine, et il vous a parlé tout à l'heure de sa collègue Sabine qui a fait un travail de doctorat et a écrit un livre notamment à ce sujet sur les différentes législations et le statut animal dans différents pays. Et c'est vrai que c'est une thématique qu'on aimerait pouvoir aborder ultérieurement dans un autre cycle de conférences parce que le statut du droit animal, c'est un sujet d'actualité. C'est un sujet aussi très complexe parce que il y a les politiques qui rentrent en jeu, il y a aussi les notions culturelles, il y a énormément de choses. Donc, même si on a envie peut-être d'agir au niveau légal, c'est pas toujours, on ne peut pas toujours y arriver de la même manière. Et c'est là aussi le projet que vous avez lancé avec l'ONU, avec l'UN, est primordial. Vous avez aussi d'autres projets, justement celui pour l'index, et d'autres projets qui sont disponibles sur votre site. Donc, je recommanderais à tout le monde d'aller voir sur le Global Animal Law en fait website parce que vous verrez aussi, il n'a pas montré aujourd'hui, parce qu'il y a énormément de choses qu'il aurait pu montrer. Dans les projets, il y a une matrix dans lesquelles vous pouvez aller naviguer pour savoir quels sont les projets et les choses qu'on peut faire ou sur lesquelles on peut influencer, on va dire, ou s'investir au niveau international, au niveau national, au niveau cantonal, enfin, régional, au niveau... Enfin voilà, c'est une base de données qui est incroyable. Vous verrez en plus, c'est très interactif, voilà, c'est très complet. Mais c'est un travail de longue haleine, ça ne se fait pas en un jour, ce que vous avez mis en place et que vous voulez continuer à mettre en place. Donc, je recommande à tout le monde d'aller checker. Et de toute manière, on va vous mettre différents liens. Et avec Antoine, on va regarder quelles sont les sources supplémentaires qui pourraient être intéressantes, notamment aussi le livre de Sabine, mais aussi d'autres sources que lui, vous pourrez vous faire parvenir. On mettra tout ça à disposition. Mais voilà, moi, pour ma part, je suis ravie que vous ayez vraiment encore une fois répondu présent. C'est vraiment un honneur, vraiment. Donc voilà, est-ce que vous voulez peut-être nous donner un petit mot de la fin et je vais vous laisser clôturer du coup notre séance d'aujourd'hui. Alors, c'est un grand honneur de participer ici, de vous voir et de vous ressentir aussi. Euh, et je me ressens compris et entendu, et c'est formidable. Ça fait beaucoup de temps, beaucoup d'investissement où on se dit à quoi bon? C'est comme Serge Gainsbourg, l'aquaboniste, à quoi bon ceci? Et dans cet entourage, on a l'impression que nous voulons participer à un changement. Je suis aussi très ravi des, euh, des lignes que vous m'avez checkées et si nous pouvons participer à un mouvement national et global pour donner à la protection des animaux peut-être une nouvelle face en disant ça nous concerne tous. Si vous mangez de la viande, si vous prenez des médicaments, on peut dire c'est un droit fondamental. Ce n'est pas mon opinion, je ne le prends pas, mais je reste modeste. Quelle est la perspective de l'animal et qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire sa souffrance? Alors, si j'ai
pu expliquer le point de vue de notre Global Animal Organ Association. C'était un grand honneur et un grand plaisir. Et j'ai essayé de me défendre en français, c'est surtout en allemand où je me défends, et aussi en anglais. Donc, merci beaucoup de votre patience et compréhension. Et ça fait un grand plaisir de voir que des personnalités et des beautés comme vous, chère Sylvia, vous engagez dans ce domaine qui, des fois, est délicat, frustrant, désagréable. Merci beaucoup. Merci à vous. Et du coup, je vais en fait finalement quand même poser une dernière question, rapidement, très rapidement, mais c'est par rapport à ce que vous venez de dire. Qu'est-ce que vous conseillerez aux personnes qui nous écoutent s'ils ont envie de faire du bénévolat ou de soutenir vos projets? Hmm. Euh, c'est un peu banal, ce que je dis est un peu frustrant, mais ayant investi des centaines de milliers de francs au niveau personnel là-dedans, l'argent qui est là-dedans et pas ici, euh, puisque je vois la vision euh, euh, au niveau financier, vous avez le lien, soutenez GAL et UNCAP au niveau financier, demandez aux gens qui aiment les animaux, regardez le site puisque ça vous démontre la portée générale et non seulement émotionnelle de la relation homme-animal. Et si vous connaissez des fondations, des personnes qui aiment les animaux, qui pourraient participer, ce serait un très grand plaisir et honneur d'entrer en contact avec eux. Euh, Participer au débat concernant le handicap et concernant la matrice, Matrix, puisque là, euh, nous avons donc joué avec nous et invité vos amis de participer aux pensées qu'a dit Voltaire, le mieux est l'ennemi du bien. Donc, nous sommes ouverts, non idéologiques, et maintenant, nous voudrions bien travailler avec des banques, de créer des fonds qui sont animal friendly. Donc, ça montre que ça peut aller dans une autre direction. Super. Donc voilà les gens, soyez investis et aidez en fait. Finalement, il n'y a pas de petite action pour contribuer au projet GAL ou au projet pour la condition animale et leur bien-être. Il y a un autre gros projet aussi dont on n'a pas parlé, mais c'est One Health. Voilà, il y a énormément d'initiatives et encore une fois, allez regarder sur le site GAL. Vous verrez là un nombre incroyable de superbes projets qui sont en route, certains avec des niveaux d'avancement différents. Mais je soutiens ce que disait Antoine. Voilà. Il n'y a pas de petite action et on espère que vous pourrez du coup contribuer à votre manière, chacun avec ses moyens et ses idéologies. Je crois qu'on a perdu Antoine. Je tenais encore vraiment à tous vous remercier d'avoir été présents. Et puis, on se voit prochainement pour de nouvelles aventures avec ces cycles d'e-conférences. À tout bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.